Bon, bonjour à toutes et à tous. Avant tout, un grand merci pour cette opportunité de présenter certains résultats et présenter la thématique des nanoplastiques. C'est aussi important, c'est mon premier séminaire à Québec, donc j'en suis, voilà, ça sera à Centraux, et j'en suis très heureux. Donc, pour ma part, je vais vous parler des nanoplastiques, donc non des micros, mais des nanoplastiques, ce qu'on appelle la fraction colloïdale de ces déchets plastiques. Et je vais essayer de balayer assez large du contexte avec des applications qui sont plutôt sur les sols et sur les eaux, même si je travaille aussi dans les océans et dans les systèmes océaniques. Mais aujourd'hui, je vais vous parler principalement des résultats sur ces deux systèmes. Non, ça ne marche. Voilà. Avant de commencer, je vais, heu, je vais casser un peu l'ambiance, comme on dit. En 2020, récemment, une étude de Elakam et al. Ont montré, qu'en 2020, on a atteint, un drôle de record. On a produit plus de composés anthropiques que la totalité de la biomasse, sur Terre. Un autre chiffre qui a été estimé, c'est que, chaque être humain, produit son équivalent en poids, comment dire? En matériel chaque semaine. Dans ces matériaux, vous avez naturellement le plastique et qui correspond à, principaux un des principaux déchets qui a été qui est produit et qui finit dans l'environnement. Quand on fait un bilan de masse, des plastiques qui ont été produits depuis, 50 ans, depuis leur découverte en 55. Et quand on fait un bilan de ce qui a été produit et de ce qui se retrouve, en mer, grâce à des observations satellites et grâce à des campagnes de prélèvement océanique, on se rend compte que, on ne retrouve que 1 des microplastiques attendus. Donc on a une bonne partie qui se retrouve dans les gyres océaniques. Donc ce sont ces vortex de déchets de plastique maintenant tout le monde connaît. Il y a eu comment dire? Il y a eu beaucoup d'articles, de reportages qui ont montré ces vortex de déchets qui flottent dans les principaux océans. On sait qu'il y a une bonne partie, même une large partie de ces déchets qui sont, enterrés, qui sont enfouis, une partie qui est également incinérée, une partie qu'on retrouve sur les côtes, donc sur les rivages. Et même si on fait tout ce bilan en masse, ça ne représente que 1 des plastiques totalement produits. La question qu'on se pose naturellement, c'est: ils sont passés où ces 99 autres? Une des hypothèses depuis plusieurs années que je soutiens avec plusieurs de mes collègues, c'est qu'une partie non négligeable se fragmente en nanoparticules, donc en nanoplastiques. Donc on a commencé en 2016 grâce à un prototype que vous voyez ici et qui vient d'arriver maintenant à Laval, dans notre laboratoire. On a montré que les microplastiques se dégradent rapidement et tout au long du cycle de vie en nanoparticules de plastique. Donc ces particules nanométriques qui vont de 1 à 1000 nanomètres et qui sont dispersées de manière homogène dans la colonne d'eau. Donc fort de ce résultat, on est allé dans le GIR Atlantique Nord, prélever de l'eau, et naturellement, grâce à des outils analytiques que j'ai développés pour caractériser les nanoparticules d'une manière générale, on a pu montrer la présence de nanoparticules de plastique dans l'océan. Récemment, j'ai coordonné un gros projet européen qui a permis d'aller échantillonner la Guadeloupe, donc une île française, qui a la particularité que son rivage, donc sa côte est, est directement exposé au gir Atlantique Nord. Donc, ce qu'on voit sur ces côtes, c'est des déchets, donc des monticules de microplastiques qui se déversent chaque jour sur ces plages. Donc, j'ai prélevé de l'eau, j'ai prélevé du sable et on a montré rapidement, et grâce toujours à ces outils analytiques, la présence de ces objets nanométriques que vous voyez sur le cliché de microscopie électronique, des nanoparticules qui vont entre 10 jusqu'à 400 nanomètres, qui sont de forme asymétrique et fortement associés à d'autres contaminants, donc métaux, polluants organiques et également oxyde de fer ou autres colloïdes naturels.
Alors, pour expliquer la particularité des nanoparticules de plastique, j'ai cette illustration un peu basique, mais que j'aime bien utiliser. Vous avez donc deux volumes. Un volume qui contient des microparticules, là illustré par des billes blanches, et des nanoparticules qui représentent le même volume. Donc ces particules, donc ici vous avez la même masse d'objets, mais quand vous passez, quand vous répandez ces microparticules, vous avez une surface qui est définie par ces sphères. Donc ici, ces cinq sphères ont ce volume. Et quand vous déversez la même masse, mais en nanoparticules, naturellement, vous voyez que la surface explose. Donc c'est ce qu'on appelle la surface spécifique des nanoparticules. Donc quand on va atteindre l'échelle nanométrique, on a une surface qui va augmenter considérablement et donc leur réactivité, leur impact, leur devenir sera également lié à cette surface et à cette propriété. Donc, quand vous passez d'une particule qui fait 1000 nanomètres jusqu'à 10, vous avez un facteur d'1 million en termes de nombre de particules dans un petit volume ou dans un volume d'eau donné. Donc, pour être encore plus, voilà, pour avoir un impact, enfin pour illustrer ça par rapport à, comment dire, à notre échelle, si on prend le chiffre de 200 millions de tonnes de déchets plastiques qui se retrouvent dans l'environnement, et qu'on part de l'hypothèse la plus pessimiste, que uniquement 3% de ces plastiques sont nanométriques. Cela voudrait dire que des nanoplastiques qui font 1000 nanomètres, on arrive à 18 millions de kilomètres carrés, et quand on va atteindre 10 nanomètres, on est jusqu'à 1800 millions de kilomètres carrés. Donc ça correspond principalement à la surface totale des océans sur Terre. Donc on est sur des niveaux de contamination, des niveaux de présence qui sont avérés. On a démontré leur présence dans les océans, on sait qu'ils sont là, on connaît leur taille, et on sait que les estimations ne sont pas bonnes. On sait que sur ces déchets produits, une bonne partie va devenir nanométrique, et cette surface va avoir une implication considérable sur du coup, le fonctionnement des écosystèmes. Mais le plastique, on a des données préliminaires qui nous montrent que le plastique en lui-même, le nanoplastique n'est pas toxique, du moins en dose dans laquelle on l'utilise. Et d'un côté, heureusement, parce que bon, le plastique, on en a autour de nous, c'est omniprésent dans l'air, dans les solides, dans l'eau. Mais de par sa petite taille, de par sa grande surface, il a une capacité à concentrer une quantité phénoménale de contaminants. Donc des métaux lourds, des polluants organiques, des bactéries, des virus. Et il peut, grâce à ses propriétés, traverser l'ensemble du corps humain, déverser ces polluants en un temps record. Et c'est cette propriété qu'on appelle le cheval de Troie qui est la plus inquiétante par rapport à ces nanoparticules. Donc, par analogie, les nanoparticules manufacturées, donc ce qu'on appelle les nouveaux traitements, les nouvelles propriétés des nanomatériaux, sont utilisés pour des traitements thérapeutiques. Et c'est grâce à cette propriété de diffusion à travers l'organisme qui sont considérés comme la plus grande révolution technologique du XXIe siècle. Et c'est également cette même propriété qui peut engendrer des effets dévastateurs des nanoplastiques. Par contre, il est important de différencier microplastique et nanoplastique. Même s'ils ont le nom plastique, ils ont deux gammes de tailles différentes et des propriétés qui sont totalement différentes. Un nanoplastique ne flotte pas, ne coule pas. Il est dispersé d'une manière homogène dans la colonne d'eau. Il fait partie du système. Il est dans la phase dispersée, dans la phase aqueuse. Un nanoplastique couvre plusieurs décades de taille. Donc, il va de 1 nanomètre jusqu'à 1000 nanomètres. Donc, ce qui lui donne une grande hétérogénéité de taille, de forme, de structure par rapport à ses congénères microplastiques. Il est également fortement associé à la matière organique. Il est très difficile de l'identifier dans l'environnement. Il est fortement associé à la matière organique naturelle, qui est également composée de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, et toutes les techniques analytiques pour l'identifier sont fortement interférées par cette présence de matière organique. Et enfin, il y a un petit couac, il y a le CAC. Et dernière caractéristique, ce sont les méthodes. On ne peut pas le voir. Le microplastique peut être vu, peut être ramassé. Le nanoplastique ne peut pas être vu, ni filtré, ni enlevé de l'eau ou des sols.
Maintenant, je vais vous parler des principaux résultats que nous avons obtenus sur des sols et sur leur comportement entre le sol et l'eau. Donc, j'ai obtenu en 2018 un projet assez exploratoire qui concerne l'étude du comportement des nanoplastiques dans un sol. Donc, il y a environ 30 ans, donc une mairie a eu la bonne idée, une mauvaise idée, mais la bonne idée d'un point de vue scientifique, mais la mauvaise d'un point de vue environnemental, de déverser des déchets plastiques comme amendement dans un sol agricole. Donc c'est le sol que vous voyez ici, il a l'air sain, propre, mais quand vous regardez la surface, il est recouvert, littéralement recouvert de plastique. Plein de petits bouts de plastique qui sont déversés dans toute cette parcelle. Quand vous regardez un profil de sol, vous voyez que ces plastiques sont distribués de 0 jusqu'à 50 cm de profondeur. Donc on a été prendre ce sol, on l'a mis en contact avec une solution aqueuse. On a réalisé un simple lessivage de sol pour voir ce qui pouvait ressortir de ce sol. Et ici, vous avez les variations du carbone organique total, du pH et de la taille des colloïdes que nous avons caractérisés. Et on observe deux choses. La première, par rapport à un sol contrôle, donc une parcelle qui a été échantillonnée à côté, on observe un comportement totalement différent. On observe un comportement colloïdal très hétérogène entre 0 et 24 heures. Alors qu'un sol contrôle va relarguer ses colloïdes jusqu'à atteindre un équilibre au bout de 72 heures, le sol contaminé, lui, va avoir un effet de dispersion des colloïdes, puis un effet d'agglomération et de sédimentation. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces 24 heures? C'est dans ces 24 heures que nous avons été, du coup, caractériser ces colloïdes et avons d'abord utilisé une technique que je vais essayer de développer, que je vais mettre au point à l'aval. C'est ce qu'on appelle le fractionnement par couplage flux force. C'est une technique chromatographie liquide qui permet de séparer et caractériser les colloïdes suivant leur taille. Donc, on a donc séparé et caractérisé les colloïdes dans cette solution de sol, et on a obtenu ce qu'on appelle un fractogramme. Donc, par analogie à un chromatogramme, c'est un fractogramme. C'est une séparation des colloïdes suivant leur taille. On fractionne. Donc ici, vous avez en haut à gauche un fractogramme. Donc, vous voyez bien plusieurs signaux. Donc un pic à 2 minutes, 1 à 10 et 1 à 15. Et en dessous, vous avez la taille qui a été caractérisée par diffusion de lumière statique couplée directement à ce fractionnement. Donc on observe deux choses intéressantes. La première, une population A qui est entre 100 et 200 nanomètres et qui sort autour de 10 minutes. Et une B qui sort autour de 15 minutes et qui est supérieure à 200 nanomètres. Ensuite, donc là, on a la taille, mais on n'a pas la composition. Donc on a mis au point une méthode de pyrolyse GCMS. Donc pyrolyse, on chauffe et on coupe les polymères, et l'AGC, donc chromatographie gazeuse pour séparer ces composés, et la masse pour détecter ces composés caractéristiques des molécules placées dans le pyrolyseur. Cette technique est souvent utilisée pour caractériser la matière organique naturelle. On l'a utilisé pour caractériser les plastiques, et on a obtenu différents signaux, différents marqueurs de plastique, largement utilisés dans les années 80-90, donc du PVC, du PS et du PE. Alors bizarrement, on a trouvé beaucoup plus de PVC que de PE, et on s'est rendu compte qu'il y a environ 50 ans, les bouteilles d'eau étaient majoritairement faites en PVC. Ce qui fait pourquoi dans ce sol, on a retrouvé une proportion non négligeable de PVC par rapport au polyéthylène ou au polystyrène. Étrangement, on n'a pas trouvé de plastique dans la population B, donc supérieure à 200 nanomètres. La raison à ce manque à cette non-présence n'est pas au fait que cette taille n'est pas caractéristique du plastique, c'est que la matière organique est également éluée, est également caractérisée à cette même gamme de taille, et va donc interférer à la caractérisation et à la présence des nanoplastiques dans le sol. Donc une fois qu'on a su que ces plastiques étaient dans le sol, ces nanoplastiques et ces microplastiques, on a voulu savoir s'ils pouvaient être transportés et atteindre donc les nappes phréatiques, et après donc les rivières et in fine les océans. Donc on a donc coproduit en laboratoire un système pour eux, une colonne de sol que nous avons reproduit à partir du sol que nous avons prélevé dans le champ, et avons fait éluer différents types de nanoplastiques modèles que nous produisons en laboratoire. Donc des sphères,
des particules un peu plus hétérogènes, et on a pris des microplastiques qu'on a dégradés en nanoplastiques pour après comprendre et comparer leur comportement par rapport à des sphères idéales. On a caractérisé la taille et la quantité de plastique élué de ce système poreux. Donc ici, vous avez les courbes de percée. Donc vous avez les courbes qui correspondent comment dire, au transport et à l'accumulation de ces nanoparticules dans ce sol. Et ce qu'on voit, c'est que, premièrement, la taille augmente avec la rétention. Donc, plus c'est gros, plus ça va rester dans le sol. Ce qu'on montre aussi, c'est que la présence de substances organiques augmente le transport. Des particules qui ont un coronat de matière organique vont augmenter leur transport, leur diffusion dans le sol. Ce qu'on montre aussi, c'est que la forme finale de l'objet, la forme asymétrique, va contrôler également leur rétention ou leur élution dans le sol. Donc, plus l'objet va être dégradé, plus il va avoir une forme plus ou moins sphérique, plus il va être élué et atteindre du coup les eaux. Donc, ce travail a été publié en 2020 et a montré donc l'importance des propriétés physico-chimiques des nanoplastiques dans leur transport et leur devenir entre le sol et le système aqueux. On a montré également, comme je viens de vous le dire, mais que la matière organique a un rôle prépondérant sur leur comportement, leur transport et leur devenir dans l'environnement. Donc pour cela, on a testé différentes interactions entre des nanoplastiques modèles, que vous savez dans la petite photo en haut à gauche. Ce sont des nanoplastiques que nous avons produits en laboratoire à partir de microplastiques, donc par broyage. Et on les a mis en interaction avec différents types de matières organiques, des humiques, de l'alginate, de la lignine, des tanins. Et on a voulu voir comment cette matière organique pouvait s'associer à ces plastiques et augmenter leur transport ou alors favoriser leur accumulation dans le sol. Et on s'est rendu compte en fait, que la matière organique wrappait, donc enroulait les nanoplastiques et permettait de les stabiliser, même si vous augmentez une force unique, même si vous augmentez ou diminuez le pH, la température, même si vous changez les propriétés physiques et chimiques du système, la matière organique va jouer un effet protecteur sur ces nanoplastiques et donc favoriser son transport et sa diffusion dans l'environnement. C'est également ce qu'on retrouve dans les différents systèmes qu'on a pu prélever. On a vu une forte interaction entre la matière organique et les nanoplastiques, ce qui soulève de nombreuses questions justement sur les possibles flux, leur présence et leur impact après sur le vivant. Donc pour conclure ces présentations, les nanoplastiques sont vraiment une classe à part des plastiques. Ce n'est pas des micros, ce n'est pas des macros. Ils ont une taille qui leur confère des propriétés qui sont intrinsèques à l'échelle nanométrique. Oui, les nanoplastiques sont potentiellement beaucoup plus nombreux et beaucoup plus toxiques que ces congénères micrométriques. Il y a plusieurs papiers qui sont sortis récemment et également dans les années 2000-2010 sur les nanoparticules manufacturées. On a montré que les nanoparticules carbonées, d'une manière générale, pouvaient transporter une quantité importante de contaminants et donc induire des effets toxiques beaucoup plus importants que leur échelle micrométrique. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen de traitement, aucune station de traitement pour filtrer et capter ces nanoparticules de plastique ou nanoparticules de manière générale. Donc il y a eu un rapport qui a été édité par l'OCDE récemment qui a montré que dans le monde, il y avait très peu de procédés qui permettaient justement de filtrer et de nettoyer, on va dire, les systèmes environnementaux de ces nanoparticules. Tous les gouvernements sont également se sont mis d'accord pour développer en urgence des stratégies analytiques et également de remédiation pour filtrer, justement pour résoudre ce problème des nanoparticules. D'abord, identifier leur présence, documenter leur présence, comprendre les mécanismes de transport et d'accumulation, et également de proposer des dispositifs de régulation, des normes pour mieux définir, mieux protéger, on va dire, les citoyens des différents systèmes continentaux. Donc c'est ma priorité en arrivant ici, c'est de m'intéresser justement à ces nanoparticules de plastique ici à Québec et puis
à plus large échelle en Amérique du Nord. Donc, je vous remercie pour votre attention et surtout pour votre accueil, que je suis arrivé en pleine pandémie et mine de rien, j'ai été très bien accueilli par les Québécois et je vous en remercie. Merci, merci beaucoup, M. Gigot, c'est très apprécié. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet a suscité beaucoup d'intérêt parce que je pense que j'ai noté jusqu'à 110 participants connectés, là. Donc, clairement, un sujet d'intérêt. Il y a des questions qui ont déjà commencé à rentrer dans le chat. Je vais commencer à en faire la lecture. Je vais juste rappeler aux gens qui, s'ils veulent ouvrir leur caméra et poser leurs questions à l'oral, ils peuvent le faire aussi, juste me le signifier et puis j'ouvrirai votre micro. Donc, première question de Henri Béral de l'UDM, je pense, qui se posait une question à propos du cheval de Troie. Il se demande si ces particules sont très absorbantes, pourquoi relargueraient-elles des contaminants dans le corps humain? Est-ce que cela a été observé? Oui, on s'est rendu compte que, par exemple, dans le cadre des métaux, et en particulier du plomb, on a montré que les nano-PE ou nanoplastiques de polyéthylène pouvaient d'une part absorber le plomb à sa surface et avait cette capacité à l'accumuler dans la structure. Donc en fait, le plastique, quand il va se dégrader, il va devenir un système microporeux et va accumuler donc des métaux dans ces structures de microporeux. Ensuite, on a montré que dans des études de cas sur des corbiculas et des palourdes, que la présence de ce plomb ou de ces métaux accumulés à la surface, dans des conditions particulières des organismes, donc un pH qui peut varier, pouvait relarguer ces métaux. Donc, pouvait relarguer des quantités importantes de métaux. On les a mesurés dans les différents organismes et on a vu des effets à des niveaux de quantité relativement faibles. Ça, c'est pour les composés métalliques. Pour les composés organiques, on n'a pas encore de données. On sait on a mesuré des quantités de COV importantes associées aux microplastiques. On n'a pas encore de données sur les nanoparticules, mais tout semble à croire comment dire, les organismes peuvent avoir des conditions favorables au largage de ces additifs ou contaminants absorbés. Merci. Prochaine question, la professeure Dominique Claveau-Mallet à Polytechnique. Quel type de pré-traitement, digestion ou autre, faut-il faire pour épurer l'échantillon du sol avant de le passer au pyro-GCMS? Alors, il y a deux moyens. Le premier, c'est physique. Nous, on les sépare justement par la technique dont je vous ai parlé, la chromatographie liquide, ce qu'on appelle la 4F, ou le fractionnement pour coupage plus fort, ce qui sépare la matière organique des plastiques. Donc ça, c'est un procédé physique qui permet de le faire. Sinon, on a un processus de dégradation utilisant l'eau oxygénée et la lumière UV, qui permet de dégrader jusqu'à 95% de la matière organique et qui fonctionne plutôt bien sur les plastiques. On évite tout ce qui est traitement basique ou acide qui va faire flocculer ou agréger les nanoplastiques et donc empêcher leur détection après en taille et en forme. Donc, c'est les deux principaux procédés chimiques et physiques qu'on utilise dans le laboratoire. Merci. Prochaine question. Est-ce qu'il y a un risque de surestimation de la quantité de nanoplastiques par UV quand on sait que la matière organique associée absorbe également Oui. dans l'UV? En effet, oui, on a la matière organique qui va interférer à de la détection. Donc, on a plusieurs outils de caractérisation en offline. On a ce qu'on appelle le tracking. On a du nanoparticule tracking. On voit le nombre de particules. On a également des techniques à base de diffusion de lumière, qui va être spécifique à la présence de plastique avec des indices de réfraction ou des propriétés optiques propres au plastique. Donc, on peut les quantifier. Mais l'estimation, elle est très délicate. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire combien j'ai de nanoplastiques. Il faut mettre au point de nouvelles méthodes analytiques, de nouvelles méthodes dédiées au plastique avec des marqueurs qui leur sont propres. Et à l'heure actuelle, il y a un gros challenge analytique pour aller caractériser et quantifier ces nanoparticules de plastique. Merci beaucoup. Prochaine question. Benoît Chevrier au CIO se demande le procédé de traitement membranaire associé à un traitement UV peut-il être une solution temporaire? Oui, je pense que c'est ce que on travaille avec des Norvégiens qui ont montré que justement c'était le système le plus efficace à l'heure actuelle pour enlever une partie non négligeable de la fraction colloïdale. C'est sélectif au plastique et le problème c'est que du coup ça peut amener pas mal d'interférences après sur le système, mais
de tous les systèmes, c'est un des plus efficaces. L'ultrafiltration séquentielle avec un traitement lumière. Parfait, merci. Prochaine question de Louisa Novara du GRAM. Est-ce qu'il y a une estimation du pourcentage de nanoplastiques qui viennent de fibres de tissus synthétiques, comme le polyester, le nylon et tout ça? Alors là, on vient sur la définition justement du nanoparticule. Donc, une nanoparticule, la définition, elle est un peu voilà. Les Américains, les Français, les Européens, les Canadiens sont jamais mis d'accord sur la définition. Donc, là, je vais être le Suisse, je vais être neutre. La définition, elle est qu'une nanoparticule doit faire entre 1 et 100 dans au moins une dimension de son espace. Donc, si une particule fait 1 km de long, mais 100 nanomètres de diamètre, c'est une nanoparticule. Alors, quand on parle de fibres, là, du coup, on ne sait plus trop si on est sur du micro ou nano. Donc, il est très dur d'estimer la présence donc quand on parle de fibres, on ne dit même plus microparticules, on parle de fibres, tout simplement. On dit qu'on a une fibre qui fait telle propriété. Si elle coule ou elle flotte, on est sur des propriétés macroscopiques, donc on parle plutôt de microparticules, mais si elle a des propriétés plutôt colloïdales, donc elle est dispersée d'une manière homogène dans la colonne d'eau, là on est plutôt des nanos ou des colloïdes. Donc voilà comment moi je les sépare. Donc c'est sujet à débat, je le conçois, mais c'est comme ça que moi je permets de les caractériser, donc c'est ma définition. Et aujourd'hui, on peut pas estimer le nombre. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de fibres qui ont été découvertes en Arctique, dans le Saint-Laurent. Donc voilà, on sait que c'est un gros problème environnemental, mais on n'arrive pas encore à différencier le nano du micro pour ces particules. Je ne sais pas si, si Louisa veut intervenir. Peut-être que sa question portait aussi sur, c'est ça, plus peut-être sur les microplastiques. Puis il y a des études qui ont été faites. Là, je pense qu'il disait que bon, 30% des microplastiques proviendraient des fibres de nos vêtements. En tout cas, Louisa, si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez lever la main. Je vais activer votre micro. Prochaine question. Oui, de Rino Dubé, ce n'est plus le CRIC, c'est Investissement Québec. Quels sont les mécanismes de dégradation des micro ou nanoplastiques, action biologique? Pour l'instant, moi, je suis plutôt sur les procédés physiques. Donc, pour nous, c'est ça. Je sais pas si la question est sur les mécanismes de dégradation entre le physique, le chimique et le biologique, c'est bien ça? Si j'ai bien compris la question. Renaud, est-ce que tu veux préciser ta question? J'ai activé ton micro si tu veux. Oui. Alors, en fait, en termes d'énergie, le plastique il est assez robuste et on a montré que du coup que les procédés chimiques, à part d'être en milieu acide on va dire à haute température pour les dégrader, c'était très compliqué. Les processus biologiques, je n'ai aucun recul. Je sais qu'il y a des études qui ont été montrées que certains vers de terre ou certaines espèces pouvaient digérer le plastique, mais là, encore une fois, ce n'est pas mon domaine et j'ai très peu de recul sur cet aspect biologique. Pour ma part, les trois quarts des études qu'on a pu montrer, les processus physiques de photooxydation ou mécanique étaient les principales sources de nanoparticules. Un plastique, dès que vous le cassez même physiquement, même s'il est neuf, va libérer des milliards et des milliards de nanoparticules. Donc c'est pas le produit final du microplastique, c'est quelque chose qui est relargué tout au long du cycle de vie. Naturellement, plus le plastique il est vieux, plus le microplastique il est oxydé en surface, plus il va favoriser la libération de nanoparticules de plastique. Un test qui est assez parlant, c'est quand vous avez un plastique qui a vu beaucoup la lumière UV, vous frottez votre pouce sur ce plastique et vous voyez que si vous arrivez facilement à abraser le plastique, vous mettez ça dans un système, dans de l'eau, vous rincez le doigt et vous pouvez caractériser la présence facilement de nanoparticules de plastique par un simple laser ou par une détection optique. Après, les processus mécaniques, c'est plutôt les collisions, l'abrasion par d'autres substances, surtout dans les sols, où vous avez plusieurs espèces abrasives qui peuvent justement altérer votre plastique. La température peut aussi permettre de casser le plastique. Donc, des températures extrêmes, à la fois très froides ou très chaudes, peuvent altérer le plastique et donc du coup le casser et donc libérer du nanoplastique. C'est les trois principaux mécanismes que j'identifie à l'heure actuelle. Après, je suis ouvert à toute possibilité de dégradation. Je serais heureux de caractériser ce système
La prochaine question, ben, pas mal répondu, je pense. Je vais y aller quand même, mais se portait sur savez-vous si les bactéries capables de dégrader certains plastiques le font aussi à l'échelle nano? Puis si ce type de traitement pourrait être envisageable au Québec dans un climat froid? Alors là, c'est plutôt une question de taille, parce que le nano, il est dans la même gamme de taille que la bactérie. Donc en fait, ça veut dire que, voilà, je ne sais pas si... en fait, quand tu es micro, on a une colonisation de bactéries sur une surface assez importante. On parle de plastisphère, hein, c'est la communauté de bactéries qui va se mettre à la surface des plastiques pour à la fois s'en servir comme substrat, comme nourriture, mais également qui peut la dégrader. Donc ça a été montré sur des microplastiques. Le nano, on est dans la même gamme de taille, donc voilà. Je m'imagine moi tout seul devant mon même volume en nourriture, est-ce que j'aurais la capacité de le digérer assez rapidement? Voilà, je sais pas, on sait que les nanoplastiques peuvent vectoriser des virus, vectoriser des bactéries, ça a été montré dans plusieurs études que ils pouvaient aider au transport, mais il n'y a pas de recul encore ou pas de données sur la capacité des bactéries à dégrader du nano. Et je pense que le nano, plus il est petit, plus il est réactif et donc plus il est stable. Donc en théorie, plus on descend en taille, plus on est résistant aux conditions biologiques et physico-chimiques. Donc encore une fois, c'est des études à explorer. Parfait. Il resterait deux questions. Alors, les effluents d'eau usée municipales en sont une source notable. Cela dit, est-ce que nos installations devraient être désignées en considérant également ce nouvel enjeu, c'est-à-dire considérant leur accumulation dans l'environnement? Jugez-vous que le risque relatif, donc toxicité sur les écosystèmes, des nanoplastiques, tend à devenir supérieur? Pardon, je suis mêlée. Est-ce que cet enjeu de la nanoplastique, oui, tend à devenir supérieur à celui de d'autres contaminants classiques comme les MES ou le phosphore? Je pense on est sur des... Du coup, malheureusement, les nanoplastiques sont victimes de leur succès. C'est que maintenant, en fait, depuis environ 10 ans, tout le monde parle que des plastiques et on en oublie quasiment tous les autres contaminants qui sont toujours là et qui sont même plus nombreux. Et je suis entièrement d'accord. Je suis le premier à dire que voilà, c'est pas tout, quoi. Il y a le plastique, c'est une partie des contaminants, mais on va dire, malheureusement, c'est un de plus. Le problème, c'est que depuis 20 ans, les gens ont travaillé sur les nanoparticules en disant oui, ça peut être toxique, mais oui, on n'en mesure pas dans l'environnement, donc c'est pas grave. Et là, on est sur un déchet nanométrique et on sait qu'il est présent. Donc on sait qu'il est là et on sait qu'il peut être dangereux. Et si on peut le mesurer dans l'océan, on peut imaginer des quantités assez importantes dans les systèmes, on va dire, urbains ou dans les systèmes continentaux. Donc je pense que le risque est important. Il n'est pas moindre, il n'est pas supérieur à d'autres contaminants, mais il doit être pris de la même manière. Et je pense que les stations d'épuration ou les stations de traitement euh, doivent le prendre en compte dans leur liste voilà, d'efficacité, on va dire, ou de manière de suivi de processus pour savoir si oui ou non ils sont là et si oui ou non ils peuvent avoir un effet sur la qualité de l'eau ou des ressources. Pour reprendre justement l'idée un peu, professeur Claveau faisait remarquer, les efforts ne devraient-ils pas être mis plutôt du côté politique pour réduire la production de plastique en premier lieu, puis demande comment les scientifiques pourraient alimenter ce débat-là. Alors là, pour le coup, je vais parler de mon vécu en France. Parce que et à la Commission européenne où j'ai été consultant justement pour discuter sur ce volet-là. Donc les plastiques ont été découverts, les nanoplastiques en 2015. En 2015, et il y a eu une étude parlementaire qui a été mise en place en 2020. Donc, il y a eu 5 ans. Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas comment définir le plastique. Entre nanoparticules primaires, secondaires, entre ce qui est issu naturellement des matériaux ou ce qui vient en fin de vie, sur la taille qu'il faut définir. Donc je pense que les décideurs, c'est eux qui vont bien sûr décider de ces réglementations, mais je pense que même déjà dans la communauté scientifique, on n'est pas d'accord sur les définitions, sur les propriétés, sur leur présence, sur leur dangerosité. Donc je pense ils sont dans l'attente de données robustes, validées par on va dire, les chercheurs des différents pays, des différentes institutions gouvernementales ou académiques pour pouvoir justement
proposer des solutions. Mais déjà en France ou en Europe, ils ont mis en place des, des quotas ou pas des quotas, des, des- des politiques plastiques, donc de réduire justement les flux plastiques avec des cotons-tiges qui sont déjà proscrits, l'interdiction d'utiliser des sacs plastiques, l'interdiction d'utiliser des métaux plastiques dans la consommation courante. Donc ça, c'est déjà mis en place depuis le 1er janvier 2020. Donc ça va dans ce sens-là. Mais je pense que là, les flux, les plastiques qu'on observe dans l'environnement, ils ont quasiment plus de 30 ans. Donc ce qu'on observe, ce qu'on a pu caractériser dans l'océan, c'est pas des plastiques qui sortent d'il y a un an ou deux. Hein. Ça a mis quasiment 15 ans à être transporté. Donc il y a toujours une latence entre ce qu'on découvre et les politiques. Donc il faudrait rattraper ce retard et proposer de nouvelles solutions de remédiation et de suivi de cette pollution plastique. Parfait. Deux questions se sont ajoutées encore. Quelqu'un demande quelle est la proportion de nanoplastiques par rapport au microplastique dans les eaux usées? Puis ensuite, comment cette proportion évolue-t-elle dans les océans? Je ne vais pas parler de proportion parce que c'est très dur. On n'est pas encore capable de quantifier le nanoplastique parce que du coup, il y a beaucoup d'interférents liés à la matière organique. On ne sait pas si on mesure que 1% ou 20%. Ce que l'on sait, c'est qu'on le mesure. Donc, si on le mesure, c'est il est déjà. Nos techniques analytiques ne peuvent pas caractériser des traces de nanoplastique. On sait, ça veut dire que si on les détecte, on est déjà dans des quantités assez importantes de particules. En fait, par rapport aux micro et nanoparticules, c'est un peu aussi délicat parce que le micro et nano vont se comporter différemment dans l'environnement. Donc, le micro peut s'accumuler dans un système et le nano va être diffusé. Donc, il y a des endroits où vous n'aurez pas de microplastique, mais vous pouvez trouver du nanoplastique. Et vice-versa, des endroits où vous n'aurez pas de nano, il peut y avoir du micro. Donc, il est très dur de corréler présence de micro et nano. C'est pourquoi nous, on s'intéresse à documenter à la fois le micro et nano, même si moi, je suis principalement intéressé par le nano. On documente les deux gammes de taille pour être sûr, pour voir s'il y a une corrélation entre justement la source de micro et la présence de nano, pour montrer si le nano il vient d'ailleurs ou si le micro est source locale de nanoparticules de plastique. Une dernière question, Monsieur Deslandes de la Ville de Montréal. Dans le traitement des eaux usées, sait-on quelle proportion des nanoplastiques peut être retirée par un procédé de coagulation-floculation classique? Zéro? Je dirais pas zéro parce que les colloïdes, la filtration colloïdale a largement été utilisée depuis plus de 50 ans maintenant donc il y a une efficacité. Le plastique, lui, a une propriété, il y a des propriétés de surface qui sont assez particulières. Il est fortement chargé en surface, donc il a de nombreuses fonctions carboxylatées qui le rend très 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 stable au regard de ces processus de floculation. On a montré typiquement que un nanoplastique avec la matière organique pouvait résister à des forces uniques allant jusqu'à 700 millimolaires de sel. C'est relativement conséquent. Donc, je pense que ça fonctionne sur une gamme de taille assez importante. Ce qui est au-dessus de 400 nanomètres, 400-500, mais tout ce qui est en dessous, je ne me prononce pas. Mais ce serait intéressant justement d'évaluer cette proportion de nano qui peut être filtrée par les processus actuels dans les systèmes urbains. Quelqu'un se demande justement si est-ce que c'est possible est-ce qu'il y a des essais pour filtrer les nanoplastiques en filtrant en fait les matières organiques auxquelles les nanoplastiques s'agglutinent? En fait, c'est ce que moi j'ai fait pour les caractériser, donc oui, ça fonctionne. Parfait. Donc, non, oui, ça fonctionne. Après, voilà, à large échelle, je ne sais pas comment ça fonctionne et quelle est la possibilité de gérer les flux de nanoplastiques. Et c'est vrai que quand on caractérise la matière organique, ça comprend naturellement le plastique parce que du coup, il a un comportement qui lui est propre hein, pour la matière organique qui est assez stable dans l'environnement aqueux. Mais oui, moi, c'est ce que j'utilise en général. Je concentre la matière organique et dedans, après, je vais aller trier les différentes particules suivant leur nature, leur composition, leur taille. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, c'est du plastique nanométrique. Et donc, ça fonctionne plutôt bien, oui.